Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo consacrée au cours d'électrotechnique destiné aux étudiants de la filière technique d'exploitation des énergies renouvelables de la faculté polydisciplinaire de Ouarzazate. Alors nous allons entamer aujourd'hui le chapitre 4 qui s'intitule « La machine à courant continu ». Nous avons déjà étudié dans ce module d'électrotechnique destiné pour les étudiants du semestre 4 de la filière technique d'exploitation des énergies renouvelables, trois premiers chapitres qui portaient sur le régime monophasé, les puissances en régime sinusoïdal monophasé. Ensuite, nous avons regardé un petit peu ce qui se passe en régime sinusoïdal, mais cette fois-ci triphasé, donc toujours en régime sinusoïdal. Et le troisième chapitre qui portait sur le transformateur, ou l'étude du transformateur, évidemment en régime sinusoïdal. Alors, ce quatrième chapitre est dédié à l'étude de la machine à courant continu qui comme son nom l'indique, c'est une machine qui fonctionne exclusivement en courant continu. Alors, il faut noter que dans ce cours, les résultats qui seront présentés dans cette partie, ils sont valables pour le fonctionnement de cette machine, que ce soit en régime moteur ou bien en régime génératrice. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une machine à courant continu? Il s'agit en fait, avant tout, d'un convertisseur d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine à courant continu est un convertisseur qui transforme une énergie soit mécanique, soit électrique, et il nous donne en résultat une énergie mécanique ou électrique. Alors, comment ça marche? Alors, nous avons ici, sur ce schéma, alors nous avons deux configurations, c'est-à-dire les deux fonctionnements possibles de la machine à courant continu. Alors, le premier qui est à gauche représente le fonctionnement moteur. Que reçoit le moteur? Il reçoit une énergie électrique. Ça veut dire qu'on est obligé de fournir une énergie électrique pour que notre machine puisse nous donner une énergie mécanique. Typiquement, c'est le fonctionnement de la voiture. Alors, par exemple, vous mettez en marche votre voiture, elle est alimentée par une batterie et en résultat, elle nous donne un mouvement, donc une rotation, un mouvement. Donc ça, c'est typiquement le fonctionnement de la machine à courant continu. Alors, l'entrée, c'est une puissance électrique, la sortie, c'est une puissance mécanique, et en moyennant des pertes, c'est-à-dire qu'il y aura des pertes de type électrique, il y aura aussi des pertes magnétiques, mais il y aura aussi des pertes mécaniques qu'on verra par la suite le long de ce chapitre. Le deuxième fonctionnement de la machine à courant continu porte sur le régime de la génératrice. Alors la génératrice, cette fois-ci, on lui fournit, ou elle va absorber une énergie mécanique, et elle va nous fournir une énergie électrique. Donc, c'est le fonctionnement pour, par exemple, recevoir ou électrifier, par exemple, une charge isolée, un foyer, etc. Donc, moyennant, bien sûr, une transformation tierce de type onduleur, etc. Donc, on pourra transformer une énergie continue en une énergie alternative qui est utilisable par l'utilisateur. Alors, le fonctionnement génératrice reçoit, ou cette génératrice, elle va recevoir une énergie mécanique ou une puissance mécanique. Moyennant des pertes, elle va nous fournir une énergie électrique. Donc ça, ce sont les deux fonctionnements envisageables de la machine à courant continu. Donc une machine à courant continu, c'est une machine avant tout qui tourne. Donc comme son nom l'indique, c'est une machine qui va tourner. Ce n'est pas une machine statique, comme ce qu'on a vu par exemple dans le troisième chapitre, le transformateur. Au contraire du fonctionnement du transformateur, c'est une machine qui tourne. Alors, qui tourne, mais elle a aussi une pièce qui est fixe. Donc, elle a deux pièces, finalement. Elle a une pièce mobile et une pièce fixe. Alors, on va voir en détail un petit peu ces deux pièces moyennant ce schéma. Alors, avant de passer au schéma, donc, on peut voir déjà le symbole. Donc, dans la littérature ou dans les livres, dans la bibliographie, on peut retrouver deux types de schémas. Alors, le premier schéma, c'est celui qui est à gauche. Alors, celui qui est à gauche, il va représenter, en fait, un symbole de la machine à courant continu et qui est représenté ici sous forme de deux cercles. Donc, un cercle à l'intérieur d'un autre. Donc, si on regarde de plus en détail, donc on a un cercle et à l'intérieur, on a aussi un deuxième cercle. Ça, ce qui veut dire qu'on a deux armatures. Alors, le cercle d'extérieur représente ce qu'on appelle le stator. Donc, le stator, c'est la pièce qui est fixe. Ça veut dire que c'est une pièce qui entoure le rotor et c'est quelque chose qui est fixe. Et on l'appelle également l'inducteur. Donc, on va voir par la suite quelle est l'utilité de l'inducteur. Donc, l'inducteur, c'est ou bien ce qu'on appelle également l'excitation. Donc, l'excitation, donc ça veut dire que c'est un élément qu'on va exciter
pour qu'il puisse nous donner une tension ou un courant au niveau de l'induit. Alors la pièce de l'intérieur s'appelle le rotor, donc c'est la pièce rotative, c'est la pièce qui tourne. Ou bien l'induit. Donc le stator, c'est l'inducteur, le rotor étant l'induit. Alors, sur ce symbole-là, ou sur ce schéma-là, donc l'inducteur, il est lié à deux fils. Donc, évidemment, donc on va récupérer une tension sur ces deux fils-là, entre ces deux fils. Et on va récupérer également une tension sur l'inducteur, ici. Donc, on a le stator, on récupère la tension du stator, et on a l'induit, on récupère également la tension d'induit. Donc ça représente la première configuration, le premier schéma de la machine à courant continu qu'on peut trouver dans la littérature. Le deuxième schéma est représenté sur la figure de droite, où on représente l'inducteur sous forme d'une bobine. Alors, donc ça c'est le premier. Donc le deuxième, ou la deuxième représentation, le deuxième symbole. Donc le stator, il est représenté sous forme d'une bobine de ce type. Et donc ça c'est toujours l'inducteur, qui est aussi le stator. Et le rotor, il est représenté sous forme d'un cercle à l'intérieur. Donc, à l'intérieur des deux symboles, on trouve la lettre M et en dessous, il y a un tiret qui représente en fait le fonctionnement en régime continu. Alors, pour toutes les machines qui fonctionnent en continu, on trouve ce tiret-là. Donc, ce tiret-là montre qu'on est en régime en continu. Donc, lorsqu'on trouve un symbole avec un tilt de ce type-là, ça veut dire qu'on est en alternatif. Évidemment, il y a des machines qui fonctionnent en régime alternatif, donc qu'on verra par la suite dans un module ultérieur, et qui s'appellent les machines synchrones ou les machines asynchrones. Donc il y a aussi différents types. Ce sont des machines rotatives et qui fonctionnent en synchrone et en asynchrone. Alors ici, on travaille en continu, donc c'est pour ça qu'on a le tiret. Alors, je rappelle que l'inducteur ici, sur ce symbole-là, est représenté par une bobine. Autrement dit, dans l'inducteur ou dans le circuit de l'inducteur, dans le stator, il y a un bobinage, n'est-ce pas? Donc, il y a un bobinage et on va voir la composition précise de l'inducteur ou du circuit de l'inducteur dans la partie qui va suivre. Et le rotor, ou l'induit, est représenté par un cercle, comme vous voyez. Donc, à l'intérieur des deux symboles, on trouve la lettre M, en dessous de laquelle on a un tiret qui représente le fonctionnement en régime continu. Donc, voici, ça, c'était les deux symboles de la machine à courant continu qu'on pourra rencontrer au niveau de la littérature. Alors, la constitution maintenant, donc, de quoi est-ce qu'elle est constituée concrètement, la machine à courant continu? Alors, sur le schéma qu'on a ici, alors, la constitution, comme vous pouvez voir, donc, on a de différents éléments. Donc, on a dit qu'elle est constituée essentiellement d'une pièce mobile et d'une pièce fixe, donc une pièce statique, le stator, et une pièce rotative qui est le rotor. Donc, on peut voir ici, on peut lire, le moteur comprend un circuit magnétique comportant une partie fixe, le stator, une partie tournante, qui est le rotor, et l'entrefer qui sépare les deux. Donc ça, c'est une figure qui est assez explicite de la machine à courant continu. On pourra la simplifier par un schéma qui est plus simpliste. Donc on peut, par exemple, représenter le stator sous cette forme. Donc à ce moment-là, on a ça. On a quelque chose qui est comme ça. Donc ça, c'est notre stator, en bleu. Et je vais mettre à l'intérieur. Donc là, sur la figure, nous avons un rotor qui est denté, c'est-à-dire qu'on a plusieurs dents, plusieurs engrenages. Donc je vais simplifier cette configuration par un rotor qui est lisse, seulement un rond, pour montrer que c'est la pièce qui tourne. Donc à l'intérieur, donc ici, on a le rotor. Et en bleu, on a le stator. Alors, c'est exactement la même chose, sauf que là, j'ai représenté le rotor sous forme d'un rond au lieu d'une pièce dentée, et le stator avec j'ai respecté la même configuration. Donc, je répète que cette configuration ou cette figure-là, c'est une vue de face. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi, une vue de face? Ça veut dire qu'on est en train de regarder la machine. Donc, si on veut représenter de façon explicite, donc si vous voulez, notre pièce ou notre machine, elle est représentée comme ceci.
Et nous, on est en train de regarder une vue de face, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder, donc ce qu'on est en train de voir là, c'est une vue de face. Ça, c'est une vue transversale, ça, c'est une vue de face. Donc la machine vue de face, donc, par exemple, je considère que ça, c'est le stator, et à l'intérieur, je peux mettre, par exemple, une pièce qui tourne. Donc voici une pièce qui tourne, qui est notre rotor. Donc ça, c'est une vue de face. Très bien. Donc, vue de face. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette vue de face? Nous avons, alors, sur l'inducteur, donc nous avons en fait, si vous pouvez remarquer, nous avons ici plusieurs bobines. Donc, on a ici des bobines. Et on a surtout ce qu'on appelle un pôle nord et un pôle sud. Donc, nous avons en fait créé une polarité, un pôle nord et un pôle sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette partie-là, dans ce stator-là, on va mettre des bobines. Donc, on va mettre des bobines. Alors, on va, par exemple, mettre une bobine et une autre bobine ici pour montrer. Donc, ici, c'est l'entrée, là, c'est la sortie, ici, c'est l'entrée et là, c'est la sortie. Alors, nous avons un bobinage. C'est pour ça qu'on a dit que l'inducteur, il est constitué d'un bobinage. Donc, soit on trouve des machines à courant continu où l'inducteur est constitué d'un bobinage, ce qu'on appelle des bobines excitatrices, donc comme c'est marqué, l'inducteur, le stator créé par un bobinage ou par des aimants permanents. Donc là, dans cette figure, nous avons représenté un bobinage. Donc, ça veut dire qu'on a ici une bobine excitatrice. Mais on peut créer, donc de telle manière à créer une polarité nord-sud. Créer l'ouverture du champ et puis la fermeture, c'est-à-dire le champ qui va être créé par ces bobines qui vont être alimentées, il va se diriger du nord vers le sud, dans cette direction-là. Mais on peut créer ce champ-là à partir d'aimants permanents. Donc, on peut, par exemple, remplacer ces bobines-là par des aimants permanents. Donc, autrement dit, donc, je peux placer deux aimants. Donc, par exemple, je vais placer deux aimants au lieu d'avoir ces bobines. Et à ce moment-là, donc, aimant permanent. Et donc, à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'alimenter l'inducteur. Donc, la différence entre mettre les bobines excitatrices sur l'inducteur ou alors les aimants permanents, c'est que lorsque je mets des bobines excitatrices, je suis obligé d'avoir une source extérieure d'alimentation pour l'excitation pour l'inducteur. Mais si je mets seulement les aimants permanents, à ce moment-là, je n'ai pas besoin. Donc, les aimants permanents, c'est quelque chose, ce sont des aimants que je vais acheter, je vais les placer sur l'inducteur, je n'ai pas besoin d'une source. L'inducteur, il sera toujours alimenté, il y aura toujours une source d'alimentation, il y aura toujours l'existence du champ magnétique B au niveau de l'inducteur. Donc ça, c'est la composition de l'inducteur. Donc l'inducteur, il est constitué soit de bobines excitatrices, soit d'aimants permanents. Les bobines excitatrices nécessitent une source extérieure d'alimentation. Les aimants permanents n'ont pas besoin de cette source extérieure d'aimantation. Ils génèrent un champ permanent, donc un champ magnétique permanent. Alors l'induit maintenant, le rotor. Donc le rotor, c'est la pièce mobile. Donc c'est la pièce à l'intérieur, c'est la pièce qui tourne. Alors, ce rotor-là, également, il est constitué, ou il contient aussi des conducteurs. Il contient également des bobines ou un bobinage qui va servir, en fait, à récolter la tension moyennant des balais. Donc, si on regarde la troisième phrase du paragraphe, donc un circuit électrique induit, qui est le rotor, subit les effets de ce champ magnétique. Donc, le rotor ou l'induit, c'est un circuit qui va contenir également des conducteurs. Donc, il contient des conducteurs. Donc, qui dit conducteur dit bobine aussi. Donc, forcément, il contient également des bobines qui vont servir à faire circuler un courant et ce courant-là va être collecté à partir de collecteurs. C'est la quatrième phrase du paragraphe et qui dit que le collecteur et les balais permettent d'accéder au circuit électrique rotorique. Autrement dit, que le collecteur et les balais, ce sont les éléments qui vont pouvoir récupérer ou récolter. Donc, on verra par la suite une animation qui va nous montrer concrètement où est la position du collecteur et des balais qui vont pouvoir récupérer la tension et le courant au niveau du circuit électrique de l'induit rotorique. Alors, il y a aussi l'entrefer. Alors, l'entrefer, c'est l'espace. L'entrefer, c'est l'espace entre la pièce tournante et le stator. Donc, entre le rotor, donc forcément le rotor qui va tourner, forcément, il ne doit pas toucher la pièce statique, sinon il va y avoir un freinage, donc il y aura des problèmes. Donc, il va y avoir un entrefer ou un espace ou un air entre
la pièce fixe et la pièce tournante, mais qui est très très faible. Hein, donc il se mesure en millimètres presque, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est très très petit en mètres. D'accord? Donc en millimètres et au maximum 1 centimètre. Donc, 3 éléments qui constituent notre machine à courant continu pour récapituler, le stator, le rotor et l'entrefer. Le stator est constitué soit de bobines excitatrices, soit d'aimants permanents qui vont pouvoir assurer ou générer le champ magnétique. Et le rotor, c'est la pièce qui tourne, qui contient également des conducteurs qui vont pouvoir collecter le courant et la tension au niveau du circuit rotorique qui s'appelle l'induit. Et enfin, on a l'entrefer qui est l'espace entre la pièce mobile et la pièce fixe ou statique. Donc maintenant qu'on a vu les constitutions ou les constituants de la machine à courant continu, passons maintenant au phénomène réel qui se passe à l'intérieur de la machine à courant continu. Et on va commencer tout d'abord par une notion très importante ou un paramètre très important qui est la force électromotrice créée aux bornes de l'induit. Alors, une remarque avant de passer peut-être à la force électromotrice créée par l'induit. Donc, nous avons ici 2 configurations. Donc, si vous remarquez, donc je vais laisser le premier schéma et le deuxième, hop, pour pouvoir faire une similitude. Voilà. Alors, donc, on a 2 figures. Sur ces 2 figures, on a une figure à gauche et une figure à droite. Alors, si vous pouvez remarquer, sur la figure à gauche, donc, je peux faire un schéma simpliste de cette figure. Donc, sur la figure à gauche, nous avons repris exactement la même configuration que la figure précédente, c'est-à-dire que nous avons un stator et un rotor. Donc, je vais faire une figure plus simpliste. Donc, par exemple, je vais considérer que c'est ça mon rotor, mon stator. D'accord? Et là, j'ai l'entrée de la bobine, par exemple, et là, j'ai la sortie. Donc, je crée un pôle nord et je crée un pôle sud. Donc, je sais que le champ magnétique créé par un pôle nord et un pôle sud, donc il va me donner en fait un champ créé par une bobine qui est alimentée avec une entrée et une sortie, va me créer un champ qui circule du nord vers le sud et il va suivre le circuit magnétique du stator. Donc, il va se refermer. Donc, les lignes de champ, donc, comme vous voyez, les lignes de champ vont parcourir jusqu'à se fermer selon cette configuration-là, puisqu'ils vont suivre la première moitié du stator. Donc, les lignes de champ suivent leur chemin avec le circuit magnétique. De la même manière, donc, en bas, je vais avoir également le champ magnétique, toujours dans le même sens, du nord vers le sud, et qui va se refermer, n'est-ce pas, en suivant les lignes de champ. Donc, sur le stator, on a des bobines excitatrices ou bien des aimants permanents qui vont me créer un champ magnétique. Et ce champ magnétique, donc, il va se répartir sur 2 cercles, comme vous voyez. Donc, on a un cercle ici, et un demi-cercle en haut et un demi-cercle en bas. Donc, si vous voulez, j'ai le rotor qui est au milieu. Donc, le rotor ici, qui va tourner, forcément, il va subir les effets de ce champ magnétique. Donc, le rotor, c'est une pièce également qui est constituée d'un circuit ferromagnétique, donc avec de la tôle, etc., et qui contient également des conducteurs de type un bobinage qui contient également un courant. Donc, il va subir les effets de ce champ magnétique et il va suivre le mouvement de ce champ magnétique. Donc, forcément, lorsqu'il va tourner, donc regardez, j'ai un demi-cercle en haut et j'ai un demi-cercle en bas. Donc, j'ai une vitesse, donc je vais avoir une certaine vitesse de rotation qui va selon ce champ magnétique-là. D'un autre côté, ou bien sur la figure de droite, regardez, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait, au lieu d'avoir un seul pôle nord et un seul pôle sud, je vais avoir 2 pôles nord et 2 pôles sud. Autrement dit, je vais avoir ici un pôle nord, un pôle sud, un pôle nord, un pôle sud. Donc ça, c'est mon stator. Et à l'intérieur, je vais placer mon rotor. Donc, mon rotor, c'est toujours la pièce qui tourne, qui est là. Alors, j'ai ici un pôle nord, sud, nord, sud. Donc, j'ai créé 2 polarités, 2 polarités nord et 2 polarités sud.
Ce qui veut dire que je vais avoir ici le champ qui va faire ce schéma-là, donc toujours vers le pôle nord, et puis il va faire ce schéma-là du pôle nord vers le pôle sud, et puis ce schéma-là du pôle nord vers le pôle sud, et puis ce schéma-là du pôle nord vers le pôle, donc toujours du nord vers le sud. Donc je vais avoir un mouvement sur les 4 coins du stator. Autrement dit, je vais avoir ici, donc premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement, quatrième mouvement. Donc le rotor, lui, il suit également les effets de ce champ magnétique. Donc, si ici, il fait un demi-tour, là, il va faire un quart de tour. Donc, on peut déjà avoir une idée sur la rotation du rotor pour la figure de droite et la rotation du rotor pour la figure de gauche. Donc, pour la figure de droite, on a créé 2 pôles nord et 2 pôles sud. Là, j'ai un pôle nord. Et là, j'ai un pôle sud. Donc, je dis que ici, la polarité égale à 1. Donc, ça, c'est le nombre de paires de pôles. Donc, j'ai une paire de pôles. Ça veut dire que j'ai un pôle nord et un pôle sud. Ça veut dire que j'ai une paire de pôles. 2 pôles nord et 2 pôles sud, ça veut dire que j'ai 2 paires de pôles. Autrement dit, P égale à 2. Donc, P égale à 1. Pour la figure de gauche, où j'ai un pôle nord et un pôle sud, j'ai une rotation sur un demi-cercle et j'ai 2 paires de pôles, donc 2 pôles nord et 2 pôles sud sur la figure de droite. Autrement dit, j'ai 2 paires de pôles. Donc, on dit que c'est une machine tétrapolaire. Tétra ça vient du 4 en latin, donc j'ai mono, bi, tri, tétra, n'est-ce pas, penta, etc. Donc, tétrapolaire, ça veut dire que j'ai 4 pôles. Autrement dit, 2 paires de pôles. Et là, je dis que j'ai une machine qui est bipolaire. Bipolaire, ça veut dire une paire de pôles et 2 pôles. Donc, une paire de pôles, donc une paire de pôles, et qui correspond à seulement 2 pôles, un pôle nord et un pôle sud. Donc, je peux déjà, à partir de ces 2 configurations, donc la configuration de gauche et la configuration de droite, je peux déjà dire que la rotation ici, sur un demi-cercle, donc ici, je vais faire une rotation, une deuxième rotation, et là, il va faire une rotation sur des quarts de cercle. On peut déjà avoir une idée sur la vitesse de rotation de la configuration de droite et la vitesse de rotation sur la configuration de gauche. On peut dire que la vitesse de rotation ici, oméga, si je considère que ça, c'est la vitesse oméga 2, on peut dire, et là, j'ai oméga 1, on peut dire que oméga 2, je peux écrire ici, est inférieur à oméga 1. Là, il va tourner moins vite puisqu'il fait des sauts de quart de cercle. Là, il va tourner plus vite puisqu'il va tourner sur des demi-cercles. Donc, plus j'augmente le nombre de paires de pôles, plus je diminue la vitesse de ma machine à courant continu. Donc, ça, c'était par rapport à la polarité de la machine à courant continu. Donc, on peut trouver des machines qui sont bipolaires, tétrapolaires, hexapolaires. Donc, c'est toujours par multiple de 2. Et plus j'augmente le nombre de paires de pôles, plus ma vitesse, elle va être plus petite. Alors, donc nous avons dit qu'on va passer au fonctionnement, aux phénomènes qui régissent en fait le fonctionnement de la machine à courant continu. On va commencer par la force électromotrice. Alors la force électromotrice, c'est une différence de potentiel, c'est une force électromotrice, comme son nom l'indique, qui va apparaître au niveau de l'induit. Alors nous savons qu'une bobine en mouvement, dans un champ magnétique, voit apparaître à ses bornes une force électromotrice, FEM, donnée par la loi de Faraday. Donc cette loi de Lenz-Faraday, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle nous dit que lorsque j'ai la brosse. Donc, lorsque j'ai une bobine en mouvement dans un champ magnétique voit apparaître à ses bornes une force électromotrice donnée par la loi de Faraday. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la loi de Faraday? Donc, pour les gens qui connaissent les équations de Maxwell, donc la loi de Faraday ou la loi de Lenz-Faraday, donc elle nous dit que la force électromotrice est proportionnelle à n défis, donc elle s'oppose à n défis sur dt. Donc, ça, c'est en régime temporel. Donc, une force électromotrice,
elle s'écrit sous la forme de moins E, moins N défi sur dt. Alors, sur ce principe, la machine à courant continu est le siège d'une force électromotrice grand E cette fois-ci. Donc, en détaillant cette expression, eh bien, on va trouver que E, elle va s'écrire sous la forme de, donc si je passe, et que je développe le défi sur dt, eh bien, je vais avoir une expression sous la forme de N fois phi fois oméga. Alors ça, c'est lorsque j'ai un conducteur ou j'ai N conducteurs, j'ai une bobine qui contient N spires. Donc, comme vous voyez ici, je suis en train d'étudier cette expression qui est la loi de Lenz-Faraday pour arriver à l'expression que vous avez au tableau, qui est encadrée au tableau. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà le terme E égale à N phi oméga. Donc, ça, c'est pour une bobine qui contient donc une bobine de N spires, n'est-ce pas? Donc, une bobine de N spires, donc elle va me donner, en fait, si je passe à la valeur moyenne, je vais avoir E égale à N phi fois oméga. Avec N, c'est le nombre de conducteurs ou de brins, 2 par spire. Avec phi, c'est le flux maximum à travers les spires, en Weber. Et oméga, c'est la vitesse de rotation de mon champ. Donc, elle est en radians par seconde. Donc, pour pouvoir avoir en radians par seconde, parce que ça, c'est tours par minute, donc pour avoir en radians par seconde, donc je dois diviser par 2pi. Oméga sur 2pi. Alors, ça, c'est l'expression lorsque j'ai une bobine de N spires. Et ça, c'est seulement lorsque j'ai une configuration bipolaire. Ça veut dire que j'ai ma bobine qui est au niveau de l'induit. Là, on est en train de parler de l'induit, n'est-ce pas? Donc, la force électromotrice, c'est la force électromotrice au niveau de l'induit. Alors, j'ai une machine qui est bipolaire. Or, je peux trouver des machines qui sont tétrapolaires, hexapolaires, ainsi de suite, ou octapolaires. Ça veut dire que P, il peut être supérieur à 1. Il peut être différent en tout cas de 1. Donc, dans cette expression, je dois multiplier par un terme qui va représenter la polarité qui est P. Quoi d'autre? Donc, j'ai P, et puis j'ai aussi un petit a que je vois ici sur le dénominateur. Petit a représente le nombre de paires de voies d'enroulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me retrouver avec une bobine qui a N spires, mais avec plusieurs entrées-sorties, plusieurs voies d'enroulement. Donc, je peux enrouler une première fois, enrouler une deuxième fois, ainsi de suite. Donc, je peux avoir un terme A qui va représenter ces enroulements-là. Donc, je dois ajouter à mon expression un terme qui est petit a et qui va me distinguer ou qui va me représenter le nombre de paires de voies d'enroulement. On va voir une animation par la suite pour voir qu'on ne se contente pas d'un conducteur ou d'une bobine à une spire, mais avec plusieurs spires, avec une polarité différente de 1 et avec plusieurs entrées-sorties. Donc, je dois avoir un terme, le terme P pour la polarité, je dois avoir un terme petit a pour le nombre de voies d'enroulement et je dois avoir le terme grand N pour le nombre de conducteurs. Ça veut dire que je vais avoir 2 par spire. Et finalement, je me retrouve avec une expression de E, l'expression de E, de la force électromotrice qui est au bord de l'induit, qui dépend de quoi? Qui dépend de P, petit a, grand N, phi, le flux, et la vitesse de rotation du rotor, en fait, finalement, parce que les conducteurs sont situés au niveau du rotor. Donc, oméga, c'est la vitesse du rotor. Alors, cette expression-là, si je fonctionne, donc, si la MCC, la machine à courant continu, est à flux constant, ça veut dire que phi est une constante. Alors, si phi est une constante, si ça est une constante, quels sont les autres paramètres qui sont constants? Est-ce que le nombre de conducteurs change lorsque j'achète une machine à courant continu? Est-ce que le nombre de conducteurs change? Non, le nombre de bobines, il est fixe, ça ne change pas. Est-ce que la polarité change? Non, la polarité ne change pas puisque la machine elle est achetée soit monopolaire, soit bipolaire, soit tétrapolaire, soit hexapolaire. C'est quelque chose qui vient du constructeur. Est-ce que le nombre de voies petit a change? Non plus. Eh bien, les paramètres qui sont constants dans cette expression sont N, P, phi sur 2pi a. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester que E égale à un terme constant fois oméga. Ce terme-là, je vais l'appeler K. Donc, je vais appeler la constante K le terme constant qui dépend de phi, p, n et petit a. Et finalement, je vais me retrouver avec une expression de E égale à K fois oméga. Alors, cette expression est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'elle me dit que directement la force électromotrice aux bornes de l'induit est proportionnelle
à la vitesse de rotation du rotor, de l'induit. Alors, si la vitesse diminue, la force diminue. Si la vitesse augmente, la force augmente. K, c'est un terme qui dépend de phi, n, p et petit a, donc c'est un terme constant. Donc cette expression, c'est la première expression, la première expression des phénomènes qui régissent la machine à courant continu et qui dit que eh bien, la force électromotrice, elle est directement proportionnelle à la vitesse de rotation du rotor. Donc voilà, j'arrive à l'expression encadrée qui est là. Et donc à ce moment-là, je vais avoir E égale à K fois phi oméga. Donc je vais appeler ce terme-là, donc pour me conformer à ce qui est marqué sur les dias, donc je vais appeler ça K'. Et ça, je vais l'appeler K phi fois oméga avec K. Donc pour me conformer à ce qui est marqué, donc je vais avoir P sur 2pi fois A fois N. Donc, avec et K', ça va être NP phi sur 2pi fois A. Donc, j'ai K phi oméga. Si phi n'est pas constant, si phi est constant, je vais avoir K' fois oméga. Donc, cette première expression, donc, c'est le premier phénomène que régit en fait la machine à courant continu, qui régit le fonctionnement de la machine à courant continu et qui dit que la force électromotrice est directement proportionnelle à la vitesse de rotation du rotor. Deuxième phénomène concerne le couple électromagnétique. Alors, le couple électromagnétique, c'est en fait l'origine de la rotation. Donc, dans le premier cas, dans ce cas-là, alors, ici, donc, on a la machine. La force électromotrice, elle suppose qu'on a déjà une bobine qui est déjà en mouvement. Comme vous voyez, donc le début de la phrase, nous savons qu'une bobine est en mouvement. Mais avant tout, il faut déjà comprendre d'où vient le mouvement de la machine à courant continu. Comment est-ce que, à partir des phénomènes magnétiques que nous avons, comment est-ce que le rotor arrive à tourner? Eh bien, c'est l'objectif de cette partie-là qui correspond au couple électromagnétique. Alors, le couple électromagnétique, c'est en fait le moment de la force qui s'exerce sur le rotor. Pour expliquer ce phénomène, eh bien, on va simplifier le schéma, comme vous voyez, avec une représentation, la figure de droite. Alors, exemple pour une spire. Donc, on va considérer que le rotor, il contient une spire, d'accord, et cette spire est parcourue par un courant qu'on va appeler I. Donc, je vais faire un schéma qui va ressembler à celui qui est sur la figure et qui va pouvoir expliquer le phénomène de rotation dont on vient de parler. Voilà. Donc, exemple pour une spire. Donc, les deux brins d'une spire placés dans un champ magnétique subissent les forces de la place. Donc, avant de parler des forces de la place, donc on va d'abord représenter le stator et le rotor, le champ magnétique B et la bobine ou le conducteur qui est parcouru par le courant I. Donc, on sait que nous avons notre rotor. Donc, ça, c'est notre rotor. C'est la pièce interne. Et là, nous avons, donc je vais simplifier, c'est la configuration qui est représentée sur la figure par un stator représenté par deux pôles. Donc, j'ai ici un pôle nord et là, j'ai un pôle sud. Donc, je vais supposer que eh bien, ce pôle nord et ce pôle sud, il est créé par une bobine, des bobines excitatrices avec l'entrée de la bobine qui est là et la sortie qui est là, par exemple. Ou alors, je vais simplifier en disant que le pôle nord, il est créé par deux aimants permanents. Voilà. Voilà. Donc, j'ai des aimants permanents. Je peux soit avoir des aimants permanents, on a dit des aimants permanents, soit des bobines excitatrices. Donc, j'ai le choix. Les bobines excitatrices nécessitent une alimentation extérieure et les aimants permanents ne nécessitent pas d'alimentation extérieure. Donc, j'ai mon stator qui est où sont logés deux aimants permanents. Donc, ça, c'est mon stator. Qu'est-ce qui se passe au niveau du rotor? Eh bien, le rotor, il contient également un conducteur. Donc, ce conducteur, il est parcouru par un courant I. Donc, ça veut dire on va prendre deux brins d'une spire placée. Donc, ça veut dire que je vais prendre, donc ici, l'entrée, et là, je vais avoir
la sortie. Voilà. Ou alors je vais faire comme ça, je vais faire plutôt l'entrée dans ce sens et puis la sortie dans ce sens. Donc, je vais placer mon conducteur de cette manière-là. Donc ça, c'est ma spire. Donc, une spire. C'est ça ce qui est marqué. Donc, voici le premier bras et voici le deuxième bras. Donc, une spire. Donc, cette spire-là, elle est parcourue par un courant qu'on va appeler grand I. Ça, c'est le rotor. C'est ce qui se passe au niveau de l'induit. Je rappelle que le rotor, toujours, c'est l'induit. Et le stator, c'est l'inducteur. Alors, j'ai les deux brins d'une spire placés dans le champ magnétique B. Donc, je sais que mon champ magnétique, il se dirige toujours dans ce sens. Donc, voici le champ magnétique B. Donc, on ne voit pas très bien, mais le champ magnétique, il se dirige toujours du nord vers le sud. Eh bien, j'ai un courant I qui parcourt cette spire-là. Donc, il va dans ce sens et la sortie, elle est dans ce sens-ci. Donc, j'ai l'entrée du courant et là, j'ai la sortie du courant. Alors, je sais que lorsque j'ai un champ magnétique B qui est créé par les aimants permanents, j'ai un conducteur avec, ici, j'ai une partie du conducteur, donc je vais appeler DL. C'est-à-dire, là, c'est le morceau du conducteur qui subit les effets du champ magnétique. Donc, j'ai un morceau de conducteur DL, ce conducteur est parcouru par un courant I, j'ai un champ magnétique qui traverse le conducteur, d'accord, dans lequel est placé le conducteur. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai un courant I, j'ai un champ magnétique B, donc un champ magnétique exercé, qui s'exerce sur le conducteur. Ça veut dire qu'il y a création de ce qu'on appelle la force de la place. Donc, le théorème de Maxwell, donc les théorèmes de Maxwell donc, nous induisent vers l'apparition de la force de la place. Qu'est-ce qu'elle dit, cette force de la place? Elle dit que l'élément de force s'écrit sous la forme de I dl vectoriel B. I étant le courant qui parcourt le conducteur, L, c'est le morceau du conducteur qui subit les effets du champ B, et B, c'est le champ dans lequel baigne le conducteur. Donc, j'ai I dl vectoriel B qui est la force de la place. Donc, si je veux passer directement à l'expression littérale de la force, donc je vais avoir I fois L vectoriel B. Alors maintenant, ça c'est l'expression littérale. Maintenant, quel est le sens de cette force? Si on veut représenter cette force de la place sur le schéma. Alors, je sais que le courant ici, j'ai deux brins. J'ai un brin qui l'entrée et j'ai la sortie. Ça veut dire que là, j'ai le sens du courant qui est dans ce sens et là, j'ai le sens du courant qui revient, qui sort dans l'autre sens. Autrement dit, je vais avoir au lieu d'une force de la place, mais avoir deux forces de la place. J'ai une force sur le brin de droite et je vais avoir une force sur le brin de gauche. Alors, comment est-ce qu'on arrive à placer ou à représenter graphiquement la force de la place? Eh bien, c'est avec la règle de la main, des doigts de la main droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ici B, j'ai ici I, eh bien, F, c'est le produit vectoriel de L vectoriel B. Donc, je vais représenter ça de cette manière-là. Donc, j'ai B dans ce sens, c'est ça, B dans ce sens avec le pouce, n'est-ce pas, avec l'index. Ensuite, avec la majeure, eh bien, je représente le courant. Donc, le courant, il est entrant, donc il est rentrant. Donc, B, il est dans ce sens. I, c'est le majeur, il est rentrant. Donc, ça veut dire que la force, elle est placée vers le haut. Donc, I ou bien L vectoriel B me donne F. Donc, F1, je vais appeler ça la force qui s'exerce sur ce point-là, s'appelle F1. Donc, je vais avoir, et ça, c'est ce qui est représenté, ou je vais l'appeler F2. Donc, je vais appeler ça F2. Voilà, pour me conformer à ce qui se passe au niveau des diapositives. Donc, la première force qui s'exerce à droite, avec la règle de la main droite, donc j'ai le B, j'ai I, et puis donc j'ai F2. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de la gauche? Donc, au niveau de la gauche, toujours, F, la force, c'est la règle des doigts de la main droite. Donc, cette fois-ci, le courant, il est sortant. Donc, ça veut dire que je vais avoir... Donc, plutôt, je vais avoir quelque chose B qui est dans ce sens. I, c'est toujours le majeur, il est sortant. Donc, B, I, et donc, si je fais le produit vectoriel, eh bien, F, il serait vers le bas. Donc, je vais avoir deux forces. F2 qui s'exerce sur le brin
d'entrée sur le premier brin et F1 sur le brin de sortie. Donc, autrement dit, je vais avoir deux forces qui ont la même ou le même module, mais qui ont des sens différents. Donc, je vais avoir F2 vers la droite et je vais avoir F1 vers la gauche. Alors, j'ai deux forces. Donc, lorsque j'ai deux forces qui s'exercent sur une pièce mobile, l'une qui va vers le haut, l'autre qui va vers le bas, ça veut dire que je vais avoir une rotation. Donc, une force vers le haut, une force vers le bas, forcément. Donc, je vais avoir la rotation. Donc, première force, deuxième force, et ainsi de suite. C'est ce qui va m'entraîner la rotation. Donc, maintenant, on va chercher l'expression littérale du couple ou bien du moment de la force qui s'exerce sur le rotor, c'est-à-dire l'expression du couple électromagnétique, finalement, engendré par le champ magnétique et le courant I. Alors, pour exprimer le moment de la force, eh bien, il suffit de faire donc, la loi de la dynamique. Donc, la loi de la dynamique dans un solide en mouvement rotatif, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le moment de la force, c'est en fait sigma de F fois dx, ou bien fois les différentes... Si j'ai ici... Si j'appelle ça R, par exemple, le rayon, hein, si j'enlève ou si je néglige un petit peu les effets de l'entrefer, et je considère ici que j'ai un rayon de petit r, donc je vais avoir ici sur le centre, ou l'axe, hein, l'axe du rotor, sur l'axe de rotation du rotor, je vais avoir apparaître un couple électromagnétique, ou bien un moment de la force, que je vais appeler gamma, qui est le couple électromagnétique, qui est le moment de la force, et qui va être la somme de F fois RI. Donc, c'est sigma F fois RI, donc j'ai deux forces. J'ai une force F2 et j'ai une force F1. Sachant que F2, donc en vecteur, est égal à moins F1, puisqu'ils sont de sens différents, mais ils ont le même module, et ils ont cette expression I fois L fois vectoriel P. Donc, toujours la même force de la place. Cette expression, elle est valable pour F1 et F2. Donc, si je veux représenter le moment où le couple électromagnétique, en fonction de ces forces-là, donc je vais avoir F1 fois petit r plus F2 fois également petit r, puisque entre F1 et R et le centre, j'ai R petit r, et entre F2 et le centre, j'ai petit r. Donc, je vais avoir 2 fois F fois R. Autrement dit, donc, puisque F1 est égal à F2 en module F1, en module égale à F1 égale à F2 en module égale à F2. Donc finalement, F1 et F2 sont égaux, donc je vais les exprimer sous forme, par exemple, de 2 fois F1 fois R. Cette expression me dirige vers l'expression littérale du module de F2 égale à ILB. Donc si je passe au module, je vais avoir F qui est égal à IL fois B directement. Donc je vais avoir 2 fois petit r fois L fois B fois I. Alors, cette expression, elle me fait apparaître petit r, petit l, grand P, le champ magnétique, et le courant I. Alors, ce terme-là, donc je peux dire que ce terme-là, il va correspondre, ou plutôt ce terme-là, donc déjà, avant de passer au terme entier, donc ce terme-là, j'ai ici un rayon fois une distance, ça veut dire que là, j'ai l'équivalent d'une surface. Donc, c'est quelque chose en mètres carrés. Donc, ça veut dire que c'est l'équivalent d'une surface. Donc, si je représente F, elle va me donner B fois S fois I. Donc, B fois S fois I. Autrement dit, je vais avoir B fois S. Donc, pour les étudiants, pour ceux qui connaissent parfaitement les équations de Maxwell, donc B fois S n'est autre qu'une expression donnée par le théorème que vous connaissez, qui est le théorème de Gauss, qui dit que, eh bien, B, le produit du champ magnétique fois la surface n'est autre que le flux magnétique phi. Donc, ça veut dire que la force s'écrit sous la forme de phi fois I. Donc, ça, c'est gamma. On est en train de parler de gamma, qui est le couple. Donc, gamma, qui est le moment de la force. Donc, gamma, finalement, l'expression de gamma, qui est le couple électromagnétique, c'est le produit du flux fois le courant électrique. Donc, cette expression, c'est une expression qui est simpliste. Pourquoi? Parce que c'est une expression qui néglige la polarité de la machine, parce qu'on a considéré seulement un pôle nord et un pôle sud. Encore une fois, P peut être différent de 1, donc il faut écrire l'expression générale avec nombre de paires de pôles P différent de 1. Elle néglige le fait qu'on a
plusieurs conducteurs, plusieurs spires, ça veut dire qu'on a le facteur n ou le terme n qui va apparaître, et on n'a pas considéré non plus le nombre de voies d'entrée-sortie, c'est-à-dire le terme petit a. Donc il faut ajouter à cette expression qui correspond à une spire et à une polarité P égale à 1, et il faut transformer cette expression vers une expression généralisée, et cette expression, donc, elle va tenir compte des termes qui sont là, donc que vous connaissez maintenant, c'est Kp fois n sur 2πa. Donc il faut tout simplement ajouter ce terme. Donc il faut ajouter le terme pour avoir une expression généralisée qui est en fait P fois n sur 2πa pour tenir compte fois, donc le terme qu'on a trouvé, fois phi fois i. Ce qui veut dire que ça, on a appelé ça K, donc ça veut dire que c'est K fois phi fois i. Donc, finalement, on trouve que le couple électromagnétique s'écrit sous la forme de K fois phi fois I. Ça veut dire que le couple électromagnétique dépend de deux paramètres. Il dépend du flux. Et ce flux-là, il est créé par l'inducteur, par le stator, par les bobines excitatrices ou bien le champ permanent, les aimants permanents. Et il dépend du courant de l'induit. Donc, il dépend de deux sources d'alimentation. Il dépend de la source, je vais écrire ça, source de l'inducteur, et il dépend de la source de l'induit. Donc, le couple électromagnétique dans une machine à courant continu dépend de deux quantités fondamentales, la source de l'inducteur et il dépend de la source de l'induit, qui est I. Alors maintenant, si la machine fonctionne à flux constant, si la MCC fonctionne à flux constant, donc autrement dit phi égale à 1, phi égale à une constante, pardon, ce qui veut dire que je vais appeler K' égale à K phi, et donc finalement, gamma, le couple électromagnétique, va s'écrire sous la forme de K' fois I. À ce moment-là, si le flux de l'excitation, typiquement dans un aimant permanent, le flux il est constant, donc on ne peut pas le changer, n'est-ce pas? Donc je vais avoir l'expression du couple électromagnétique qui dépend seulement de la source de l'induit, qui est I. Donc autrement dit, je vais avoir une proportionnalité entre K', entre I et gamma à travers K'. Donc jusqu'à maintenant, on a vu deux relations fondamentales qui régissent le fonctionnement de la machine à courant continu, qui sont la force électromotrice au niveau de l'induit et qui dit que lorsque la machine fonctionne à flux constant, j'ai K' fois oméga, elle est proportionnelle à la vitesse de rotation. Et la deuxième relation fondamentale qui dit que le couple électromagnétique, lorsque la machine à courant continu fonctionne à flux constant, il est directement proportionnel au courant de l'induit. Donc, on va montrer deux ou trois animations qui vont récapituler en fait le fonctionnement et les différentes relations qu'on a vues jusqu'à maintenant à travers donc des animations concrètes d'une machine à courant continu en cours de rotation. Donc sur cette figure, donc on peut constater ici donc deux vues. Donc la première vue qui est à gauche, c'est la vue transversale, c'est-à-dire la vue sur le côté de la machine. Donc là, c'est la machine, en fait, on a enlevé la carcasse, on a enlevé la partie extérieure et on est en train de regarder ce qui se passe. Donc ici, on a le stator, donc la partie qui est fixe, et là, on a le rotor qui est la partie mobile. Donc vous pouvez constater ici que, regardez, les aimants permanents, ils sont là. Donc les aimants permanents, elles sont situées ici, hein, n'est-ce pas? Donc ce sont les aimants permanents qui représentent l'inducteur, qui représente la partie fixe statorique. Et là, à l'intérieur, là, c'est l'axe du rotor. Et là, c'est typiquement donc, le rotor qui est constitué de plusieurs conducteurs. Donc, on peut voir déjà que là, je ne sais pas si on voit très, très bien, mais ici, on a au moins 800 spires, hein, au moins 800 spires ou 1000 spires. Donc, on a une multitude à n qui est très, très grande. Donc, c'est pour ça qu'on tient compte de n, le nombre de spires, au niveau du rotor. Et avec plusieurs entrées-sorties, ça veut dire qu'avec A qui est différent. Avec A qui est variable aussi. Donc, on peut voir ici les conducteurs, plusieurs conducteurs au niveau du rotor. Et on a ici les lames du collecteur et les balais qui assurent l'alimentation du rotor. C'est-à-dire que là, on est en train de récupérer la tension et le courant au niveau de l'induit.
Donc à droite, c'est une vue de face, donc ce sont les vues qu'on a déjà représentées et qu'on a déjà vues au niveau des diapositives. Là, on a la partie statique ou la partie fixe. Donc la partie fixe qui est là, donc on a le nord et on a le sud, et à l'intérieur, donc on a ici, vous voyez plusieurs conducteurs, et avec un rotor qui est en train de tourner. Donc là, on peut directement voir qu'on a une polarité qui est différente de 1 déjà. Donc on voit la petite vitesse avec laquelle tourne la machine, donc on voit déjà que la polarité, elle est certainement différente de 1. Donc ça, c'est première à droite, vue de face, et là, vue transversale ou vue sur le côté. Alors, deuxième animation. Donc, sur la deuxième animation, c'est la figure qui représente le conducteur au niveau du rotor. Donc, on voit ici la bobine, vous voyez, donc la bobine ou le conducteur qu'on a vu qui va nous faire circuler le courant. Donc, vous voyez ici le courant qui circule, le voici. Et on a ici, donc ça c'est le conducteur au niveau du rotor. Là, c'est le pôle nord et là, le pôle sud. Donc, les lignes de champ, donc vous voyez ici cette flèche-là, ça représente les lignes du champ magnétique, n'est-ce pas? Et on peut voir la force ici qui s'exerce. Donc, on a la force 1, voici la force 1, et voici la force 2. Donc, voici la première force F1 ou F2, et puis la deuxième force qui s'exerce. Donc, le premier brin et le deuxième brin. Donc, si je veux faire la rotation, eh bien, il suffit en fait de faire varier. Voilà. Donc, voici la première animation. Donc, voici la rotation, comment est-ce qu'elle est effectuée. Donc, voici la première force. Si on peut voir la première force qui est là. Voilà. Première position, deuxième position, troisième position, ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc la force, elle est en train de... Une force qui est en haut, une force vers le bas, une force vers le haut, une force vers le bas. Et ça permet en fait au rotor de tourner. Donc, le champ magnétique, il est créé par le pôle nord et le pôle sud. La direction du champ, et voici la rotation, comment est-ce qu'elle est effectuée avec l'exercice de deux forces F1 et F2 qui sont de sens différents et de modules égal. Donc, si j'inverse maintenant la polarité, donc regardez ici, par exemple, j'ai pour l'induit, j'ai ici la borne plus qui est là et la borne moins qui est ici. Donc, je peux inverser la polarité, c'est-à-dire récupérer, mettre la borne moins à gauche et mettre la borne plus à droite. Qu'est-ce que ça va changer? Forcément, c'est le courant qui va changer de sens. Et si le courant change de sens, forcément, les forces vont changer de sens. Et si les forces changent de sens, la rotation, elle va changer de sens. Ce qui va me donner, donc voilà, je vais cliquer sur inverser la polarité. Donc là, voilà, la rotation, elle a été inversée. Donc j'inverse, je réinverse. J'inverse, je réinverse. Donc vous voyez, le plus, il était là, le moins, il est là. J'inverse, le moins, il est là, le plus, il est là. Et la polarité est inversée. Donc j'inverse la polarité. J'inverse ici, hop. J'inverse, je réinverse. J'inverse et je réinverse. La rotation, elle est toujours maintenue. Lorsque j'inverse la polarité, j'inverse le sens de la rotation. Donc, avec cette animation, on met fin à cette capsule vidéo consacrée pour cette partie du cours. Je vous retrouve la prochaine fois et merci beaucoup. Au revoir.